Bonjour et bienvenue au Centre Pompidou. Je m'appelle Jean-Pierre Criqui, je suis conservateur au Musée national d'art moderne. Aujourd'hui, nous allons faire un tour de piste de la peinture américaine d'après-guerre, de 1950 environ à 1980. C'est le moment où New York, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale et de l'émigration massive des artistes européens aux États-Unis, c'est le moment donc où New York devient la plaque tournante et le pivot, le centre de l'art occidental. Piet Mondrian, par exemple, après un détour à Londres, finit sa vie à New York où il meurt en 1944. Cette peinture, on l'a appelée expressionnisme abstrait ou bien action painting, terme qui mettait plutôt l'accent sur le mouvement du peintre, la façon dont Pollock, par exemple, avait dansé autour de sa toile en faisant ses grands drippings des années 48-50. Pour comprendre cette peinture, qui est une peinture avant tout abstraite, la métaphore de la musique est sans doute assez utile, parce que c'est une peinture qui se passe du sens, d'une certaine manière, du sens précis de la référence et puis de l'expression d'un sujet unique pour essayer plutôt d'atteindre une sorte d'impersonnalité, justement une sorte d'expressionnisme qui soit abstrait. C'est aussi, et c'est un de ces paradoxes, une peinture profondément ancrée dans l'art européen, puisqu'elle est nourrie par des artistes, pour une part, qui arrivent d'Europe, mais aussi un art qui se veut profondément nouveau et donc littéralement américain. Nous voici donc devant un tableau de Jackson Pollock qui s'intitule The Deep et qui date de 1953. The Deep, la profondeur, l'abîme, les abysses. Jackson Pollock est né en 1912 dans le Wyoming, c'est-à-dire dans un grand paysage américain, rural, avec des horizons à perte de vue, dont on pourra retrouver un écho dans ces grands tableaux des années 50. En 1930, il arrive à New York, il subit l'influence du cubisme, du surréalisme, auquel il mêle son intérêt pour l'art des Indiens américains, l'art primitif, comme on disait encore alors, et puis pour les mythes, toute une mythologie assez troublée, assez tourmentée qui agite ces tableaux, qui sont principalement figuratifs. À partir de 1948, il peint ce qu'on appelle les drippings ou pourings, où il laisse tomber la peinture du bout du pinceau, du bout d'un bâton, sur la toile mise au sol, et il crée des grandes compositions abstraite, complètement abstraite, d'un bord à l'autre, all over du tableau. Et en 1953, c'est-à-dire déjà à la fin de sa vie, il a tout juste 40 ans, il peint ce tableau, qui est un de ses tout derniers tableaux, où il y a des restes de dripping comme ça, dans ces filets blancs qui sont sur la surface noire. Et Pollock mourra en 1956, à 44 ans, dans un accident de voiture. On change d'une certaine manière tout à fait de registre avec Sam Francis et son tableau de 1952, l'année précédant le Pollock que nous venons de voir, tableau qui s'appelle Other White, Autre Blanc. Francis est plus jeune que Pollock, il est né en 1923 en Californie, près de San Francisco. En 1944, alors qu'il est aviateur dans l'aviation américaine, il a un accident, une chute, et il reste quasiment 2 ans allongé sur un lit d'hôpital à regarder le plafond avec les ombres et les lumières qui passent sur la surface blanche de son plafond. Au début des années 50, il arrive en France où il peint ce tableau en 1952. C'est aussi l'année où il a sa première exposition personnelle à Paris, à la Galerie du Dragon. Et c'est peut-être un souvenir de ces plafonds d'hôpital, ce tableau blanc qui est traversé comme ça de traces bleues, vertes, qui sont à la fois des effacements ou peut-être des frémissements qui rythment cette surface, elle aussi tout à fait égalisée, tout à fait all over, qui donne une densité de la toile égale d'un bout à l'autre du tableau. Nous voici devant un tableau de Barnett Newman qui s'intitule Not There, Here, pas là, ici, de 1962. Barnett Newman est le plus new-yorkais des Américains dont nous parlons aujourd'hui, parce que justement, il est né à New York, il ne vient pas d'Europe,
Il ne vient pas du Midwest ou de la Californie, il est né à New York, il est très urbain, très cultivé. C'est un homme littéraire qui étudie d'abord la philosophie, qui se présente même à la mairie de New York en 1933 sur un ticket culturel en mettant avant tout en avant la vie culturelle new-yorkaise et une certaine teinture anarchiste qui lui tiendra beaucoup à cœur toute sa vie. Il se met à peindre régulièrement à partir de la fin des années 40. Ce tableau de 1962 montre que justement l'expressionnisme abstrait peut n'être pas spécialement expressionniste. Ici, on a quelque chose d'assez statique, d'assez calme, avec simplement une surface blanche qui est bordée à sa droite par une bande jaune. Cette bande, on la retrouvera dans beaucoup de ses œuvres, rythmant ces grandes surfaces, c'est ce qu'il appellera parfois des zips. Les zips, ce sont justement ces barres verticales. Et puis on la retrouve aussi dans sa sculpture qu'il pratique à partir des années 50 notamment, avec très peu d'œuvres, mais une série qui s'intitule « Here », ici, et qui marque que pour lui, l'œuvre consiste à créer un lieu de la peinture et un lieu pour le spectateur qui forme l'espèce de symétrique de ces parties verticales qu'il regarde dans les tableaux. Il faut remarquer dans ce tableau la place de la signature, ici en bas sur la surface blanche où Newman appose son nom, en marquant d'une certaine manière son désir de volonté, qui est littéralement dans son patronyme, Newman, un homme nouveau. Mark Rothko est aujourd'hui un des artistes les plus célèbres et les plus prisés du mouvement, beaucoup plus que quelqu'un encore comme Barnett Newman dont nous venons de parler. Il est né en Lettonie, c'est-à-dire à l'époque dans l'Empire russe, en 1903. Il arrive aux États-Unis en suivant ses parents vers l'âge de 10 ans, et puis influencé lui aussi par le surréalisme, la mythologie. Il devient un peintre fondamentalement abstrait à partir de la fin des années 40. En 1950, il met au point ce système de composition que nous voyons ici, très simple, qui fonctionne par masse superposée de couleurs, des sortes de nuages comme ça, flottants, suggérant une profondeur, mais une profondeur, je dirais, ultra mince, englobant le spectateur. Comme pour Newman, Rothko insistera toujours sur le fait que ces tableaux, qui sont des grands tableaux, sont faits pour être vus de près et non pas de loin. Il s'agit pour le spectateur d'entrer dans la peinture et de baigner comme on baigne par exemple dans les nymphéas de Monet, Monet qui jouera un rôle tellement important pour la peinture abstraite américaine. Voilà, Rothko est mort en 1970, il s'est suicidé dans son atelier new-yorkais. Nous sommes ici devant un tableau exceptionnel de Willem de Kooning qui date de 1976, qui est donc déjà assez tardif dans sa carrière. De Kooning est né en 1904 à Rotterdam, aux Pays-Bas. Il arrive déjà adulte à la fin des années 20 aux États-Unis, où il fait des petits boulots de décorateur, d'architecte d'intérieur, et il a sa première exposition personnelle seulement passé ses 40 ans, en 1948. Dans son œuvre, l'abstraction la plus radicale, comme celle qu'on voit ici, alternera toujours avec la figuration. En 1950, il peindra la première de ses femmes, Woman No. 1, et il fera ensuite une série de peintures figuratives en alternant avec l'abstraction. Ici, au milieu des années 70, il crée un ensemble de peintures sans titre, simplement numérotées, très gestuelles, avec une peinture très riche, chromatiquement, en mouvement, en gestes et en couleurs, avec une gestualité parfois aussi feinte, c'est-à-dire le geste n'est pas aussi immédiat, aussi spontané. Il y a une espèce de fiction et de création de la spontanéité dans ces tableaux-là. De Kooning sera un des expressionnistes abstraits qui vivra le plus longtemps, avec la plus longue carrière et l'œuvre la plus importante, puisqu'il mourra seulement, si l'on peut dire, en 1997.
Nous nous dirigeons maintenant vers le grand tableau de John Mitchell que nous allons regarder. John Mitchell, qui est la plus jeune des artistes dont nous parlons aujourd'hui. Elle est née en 1925 à Chicago. C'est aussi la seule femme du groupe, et sans doute avec Agnès Martin, qui était née au Canada en 1912. Un peu avant, donc, la peintre la plus importante de cette mouvance reliée à l'expressionnisme abstrait. The Goodbye Door est un grand tableau de John Mitchell qui date de 1980. John Mitchell est parmi les artistes dont nous avons parlé aujourd'hui, celle qui a le rapport le plus étroit avec la France. Elle visite Paris d'abord en 1948, elle y reste 1 an et demi, elle revient en France en 1955. Et en 1967, elle achète à Véteuil, à l'ouest de Paris, une propriété, maison, atelier, où elle résidera jusqu'à la fin de sa vie. Véteuil, c'est tout à côté de Giverny, là où Monet avait installé son jardin, son atelier et avait peint les nymphéas. On parlera du reste souvent d'impressionnisme abstrait ou de sensation de paysage à propos de la peinture de John Mitchell. Impressionnisme abstrait, c'est un terme qu'avait forgé Hélène de Kooning, la femme de Kooning en 1955, qui avait servi plus ou moins à désigner, je dirais, les traces de paysage dans la peinture abstraite. Ici, The Goodbye Door, c'est un vaste panneau, de vaste composition en 4 panneaux de plus de 7 mètres de large, dans laquelle c'est la largeur de la brosse qui donne l'unité des éléments qui fondent la composition et qui permettent au spectateur, en avançant vers le tableau, de se fondre dans ce grand panorama. The Goodbye Door, c'est évidemment la porte des adieux. C'est l'occasion de finir notre parcours sur cet au revoir. Goodbye.